Ça, c'est Ramo. Il est grand, maigre, il connaît plein de trucs. C'est mon ami Atello, quoi. Lui, c'est Zef. C'est un fan de sport, mais avec un cœur grand comme ça. Et ça, c'est moi. Juste un ado normal. Attendez, je suis encore en train de confondre ma vie avec une sitcom. Attendez, je suis encore en train de confondre une sitcom avec Marvelous, le jeu d'aventure de Eiji Aonuma sorti en 1996 sur Super Famicom. La première fois que j'ai joué à Marvelous, c'était en 2018. Je participais à une résidence de bande dessinée à Charleroi, une charmante ville belge post-industrielle, intégralement entourée d'un pont autoroutier. J'étais là pour faire un livre sur les ovnis, et pour une raison mystérieuse, j'avais décidé d'y aller sans aucune console portable. J'avais juste avec moi mon téléphone et un tout petit ordinateur qui allait me servir principalement à prendre des notes. Mon ambition était de passer ces 3 semaines à fond dans le monde réel, profiter de ce qui peut être touché et senti, créer, vivre, pas jouer aux jeux vidéo. Moins de 48 heures plus tard, j'avais téléchargé un émulateur Super Nintendo et la ROM de Marvelous, un jeu qui était depuis longtemps dans ma to-do list. Son existence signalée à la mienne par l'intermédiaire de mon ami Saturnome, expert en choses anciennes et dissimulées. J'y jouais le soir, sur mon minuscule écran, avec ce clavier très peu ergonomique, mais assoiffé de quelque chose de ludique et virtuel. L'expérience était inconfortable, mais a priori idéale. Non pas que mon quotidien était désagréable, j'étais bien heureux de travailler à ce livre d'OVNI avec mon excellent collègue d'atelier Gaspard Reyland, mais mon environnement était un peu spécial. Un appartement partagé, pas de chambre individuelle, le tout dans une ville grisâtre, pleine de magasins abandonnés, d'autres rasés et remplacés par d'immenses structures modernes et vides. Il y avait aussi une prostituée qui nous faisait coucou à la fenêtre d'en face. L'ambiance proposée par le jeu, une chasse au trésor sur une île tropicale avec des petits singes, des pirates et ces 3 petits gars, amis et courageux, était réconfortante comme un petit paquet de biscuits d'une marque disparue puis retrouvée longtemps plus tard. C'était super. C'était ça que je voulais. C'était parfait pour apaiser mon petit cœur plongé dans ce drôle de monde. Et pourtant pas vraiment. Quelques jours plus tard, j'avais téléchargé Ridiculous Fishing sur mon smartphone et je shootais des poissons avec un fusil à pompe. Marvelous est un super jeu, mais à ce moment-là de ma vie, ce n'était pas de lui dont j'avais besoin. Sa structure mélangeant point and click et Zelda-like, parsemée d'énigmes un peu compliquées à résoudre avec une interface vaguement laborieuse, ne m'apportait pas la dose de satisfaction régulière et instantanée à laquelle le jeu vidéo moderne m'avait habitué, et qui me manquait, là-bas dans cette ville bizarre. Marvelous est un jeu charmant, amusant et rempli d'excellentes intentions. Son crime n'est pas d'être bavard, tordu ou trop audacieux. Il l'est, mais ce n'est pas très grave. Le souci, s'il y en a un, c'est qu'il est un peu tout mou. Ses énigmes sont franchement laborieuses, sa mignonne interface est une épreuve pour tous les fans de vitesse, et de façon générale, il exige de son public une certaine débonnaireté. Marvelous demande une tolérance au grattage de crâne, aux essais infructueux, à la pause, à la relecture et à l'observation. Bien que bien moins difficile, il opère comme les premiers Monkey Island sur un temps plus long, plus paresseux, plus répétitif. Et c'est un effort qui est aujourd'hui devenu de plus en plus difficile pour nous, habitués aux récompenses immédiates, aux énigmes faciles et aux feedbacks multicolores. Je ne crois pas du tout que ces choses soient mauvaises. Et la proposition de Marvelous était chouette aussi. Sauf qu'à un moment donné, elle a un peu perdu. Les choses ont changé. Quand j'étais étudiant en BD, j'ai fait une présentation sur Killer 7 devant ma classe. À la fin du premier monde, il y a une cinématique qui m'a marqué, où l'antagoniste principal, Kunlan, dit « Le monde va continuer à rétrécir ». Mon interprétation c'était, et c'est toujours, que les progrès technologiques rendent le monde toujours plus simple à parcourir, de façon concrète mais aussi de façon virtuelle, via Internet. Le monde rapetisse, mais le temps aussi est de plus en plus court. Les durées que nous pouvons consacrer à des choses avant de nous lasser ou de laisser tomber ont, je pense, pas mal diminué. C'est comme ça, le prix d'entrée d'un monde du futur, où nous pouvons accéder instantanément à des millions d'informations stylées, comme par exemple un très gros wiki sur Interact Center. C'est ok. Et ce monde nous force un peu à laisser des jeux comme Marvelous sur le côté, ou en tout cas nous demande un effort un peu archéologique pour les terminer. On ressent un plaisir en jouant, mais c'est comme si ce plaisir était trop old pour qu'on puisse l'apprécier pleinement. Nos attentes ont changé, il faut se forcer un peu, ne pas se vexer de ne pas trouver tout de suite la solution, accepter de faire un peu trop d'aller-retour, de réécouter plusieurs fois les mêmes répliques, mais peut-être, tant pis, ne pas se sentir l'âme d'un tricheur quand on va cliquer sur une solution. Il faut trouver de la satisfaction dans une ambiance générale, dans des détails d'animation,
dans la joie de voir 3 petits bonhommes s'entraider pour outrepasser des obstacles rigolos. Aussi, il faut résoudre un taquin dans le donjon final. Bon sang, ça c'est vraiment un mauvais type de puzzle. S'entraider pour outrepasser des obstacles rigolos, c'est un truc qu'on aime bien faire ici. C'est pour ça qu'on est 3. Chacun a sa spécialité. Mortis, par exemple, est capable de ressentir des émotions. Zeph a mal à la tête quand il lit trop longtemps, et moi, j'oublie d'aller me coucher quand je réalise des tâches répétitives. On est parfaitement complémentaires. Comme les 3 petits bonhommes de Marvelous, qui pourraient pas arriver au bout du jeu sans l'aide des 2 autres. Ils ont leurs petits chapeaux, qui font passer pour dire qui est le chef pendant les 5 prochaines minutes, et chacun a sa mécanique spéciale. Mais la mécanique principale, c'est de les coordonner, avec un petit sifflet. C'est comme un Pikmin, où même les Pikmin pourraient siffler Olimar. En fait, ce que Marvelous a de spécial, c'est que contrairement à Pikmin, et à la plupart des autres jeux, il n'a pas du tout de personnage principal. D'habitude, pour vivre une aventure qui raconte comme ça l'exploration d'un nouveau monde, la réalisation d'une prophétie, la sortie de l'enfance et la découverte de nos réelles capacités, il faut un héros à la con, qui parle jamais et qui est d'une normalité exceptionnelle. Mais pas cette fois. Il y a tellement pas de héros en fait, que quand le bad guy arrive à la fin pour dire « Maintenant je suis le perso principal », la caméra décide de faire grève et l'histoire s'arrête en le laissant tout seul dans son seum. Non, cette fois, c'est tout sauf un jeu sur un héros. C'est un jeu sur l'entraide. Non seulement les 3 zigotos travaillent main dans la main, mais en plus ils vont être obligés de collaborer avec d'autres groupes de scouts, parce que c'est ce que font les scouts, et ça va pas s'arrêter là, parce que chaque fois qu'ils arrivent sur une nouvelle île, ils rencontrent de nouveaux persos, ou des singes, ou des pingouins, et ils coopèrent avec eux. C'est une structure cyclique. On part vers l'inconnu, mais à force d'exploration et de rencontres, cet inconnu finit par devenir familier. On s'aventure dans un environnement étranger, souvent un peu dangereux même, puis on rend cet environnement safe. Et on recommence. Et on retrouve le même va-et-vient entre danger et sécurité à l'échelle du trio. On se sépare, on se retrouve, on se sépare à nouveau. Parce qu'on est là pour apprendre à la fois l'indépendance et le travail en équipe. Et ça en fait une très belle histoire initiatique. Grandir, se construire une identité, ça se fait à la fois tout seul et par rapport aux autres. Et la deuxième raison pour laquelle cette structure fait sens, c'est que la liberté, ça se découvre petit à petit. On gagne peu à peu en indépendance. On récupère des talkie-walkies, on peut s'éloigner davantage, et les séquences d'éloignement se rallongent. Aventure et sécurité s'entremêlent toujours. Ces îles sont un environnement inconnu, mais paradisiaque. Sauvage, mais peuplé de camarades. On est autonome, mais la maîtresse est quand même dans le coin. L'univers de Marvelous, c'est une aventure bon enfant. Un environnement avec juste ce qu'il faut de menaces pour expérimenter et découvrir notre liberté. C'est exactement ce qu'est un jeu en fait. Un espace expérimental où le danger est réduit au minimum pour qu'on puisse agir librement et sans peur. Mais on peut dérouler ce fil encore plus loin. Cette structure qui oscille entre des trucs familiers et inconnus. Elle existe, on l'a vu, dans les mécaniques de Marvelous, dans son lore, dans son thème, mais on la retrouve aussi dans la manière dont il se construit. Le sous-titre de ce jeu, c'est Moitotsu no Takarajima, une autre île au trésor. Il annonce donc, immédiatement, qu'il est une espèce de repompe de motifs et de schémas déjà explorés. L'île au trésor, c'est un classique 1000 fois exploré. Et là, on nous propose la 1001e version. Mais en pas pareil. On peut même y voir une couche supplémentaire d'emprunt, parce que la nouvelle île au trésor, c'est le titre d'un manga d'Osamu Tezuka, avec des pirates, qui a eu une influence considérable, et que les devs connaissaient forcément. Mais Marvelous ne s'arrête pas là. En fait, il emprunte des tas de mécaniques à d'autres jeux, sauf qu'au final, tous les emprunts sont subvertis. Les boss sont des blagues, la prophétie est une singerie, rien ne reste longtemps sérieux. Le résultat, c'est une alternance constante dans la mise en scène entre banalité et dinguerie, et dans le gameplay, entre des trucs vraiment old et des trucs qu'on n'avait jamais encore vus. On part toujours de ce qu'on connaît et on le redécouvre. Et on scrute le monde, avec ce petit curseur en forme de point d'interrogation, prêt à découvrir la prochaine surprise. Comme une équipe de youtubeurs parfaitement banale,
à la recherche des jeux les plus zinzins que la Terre ait portés. La soif de découverte qu'on ressent partout dans Marvelous et les motifs familiers qu'on y retrouve, ça a à voir avec le regard que porte Eiji Aonuma sur le jeu vidéo à cette époque précise. Quand il rentre chez Nintendo en 88, il a quasiment jamais touché à un seul jeu. De toute façon, il a pas les thunes. Sa meuf lui fait découvrir 2-3 trucs, genre Dragon Quest et Mario. Il joue au premier Zelda, mais il comprend rien à ce qu'il fait, crève en boucle et il laisse tomber. Et puis arrive Zelda 3. Et Aonuma adore. Vraiment. Parce que dans A Link to the Past, on peut faire d'autres trucs que juste se taper. Pour nous, soulever des cailloux ou couper des hautes herbes, ça semble évident. On n'y fait même pas gaffe, mais pour Aonuma, c'est pas pareil. Et lui, plus il va faire ces autres trucs, plus il va avoir la sensation qu'il est en compagnie de Link, et que le monde qu'il partage se déploie autour d'eux, et il va tellement aimer ce qu'il voit, qu'il va se dire « Attends, mais c'est ça que je veux faire en fait ». Alors il rassemble une équipe, et bim, Marvelous apparaît. En vérité, Marvelous c'est une sorte de fangame. Pour être honnête, ça se voit que Zelda 3 est passé par là. Déjà, les environnements ont un peu la même gueule. Ensuite, on joue des petits gonzes qui doivent utiliser des objets qu'ils ont trouvés ici ou là, comme des bottes de course, un masque ou un marteau, pour résoudre des puzzles et sauver la princesse. Bon, ici, la princesse, c'est la maîtresse, et le château de Ganon, c'est la caverne aux pirates, mais vous avez compris l'idée. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on commence à identifier des emprunts à Zelda 3, on peut pas s'empêcher de reconnaître des éléments empruntés à d'autres jeux de la même époque. Il y a ces espèces de gros parasites rondelés, il y a ce vilain type cupide à gros sourcils qui veut être le héros du jeu, et il y a ce téléphone à cadran qu'on trouve au beau milieu du village. Bon, ok, pour le dernier exemple, je force un peu, mais c'est pour vous donner une idée du nombre de fois où ce qui nous vient, c'est... Attends, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Bref, le jeu sort. Nintendo est pas chaud pour lui faire quitter le Japon parce qu'il ressemble quand même pas mal à Earthbound qui avait niqué l'ambiance aux States l'année d'avant. Souvenez-vous, il avait fait des ventes misérables à cause de cette campagne publicitaire toute claquée là. En plus, au moment de la sortie de Marvelous, la Super Nintendo est has-been. Sale histoire. Heureusement pour lui, il est pas tout à fait seul. Il va avoir droit à 2 add-ons, BS Marvelous Time Athletic, qui va sortir un peu avant, et BS Marvelous Camp Arnold, qui va sortir un peu après. Si on veut en parler un petit peu, il faut parler de leur support. Et leur support, c'était Satellaview. En gros, Satellaview, c'était une extension de la Super Famicom qui permettait principalement de télécharger des jeux par satellite. Le menu, c'était une espèce de Earthbound-like, dans lequel on se baladait avec un avatar custom pour visiter des petits bâtiments et profiter de chaque fonctionnalité. On pouvait accéder au jeu, lire les news de Nintendo ou de Cento Giga, la boîte qui faisait fonctionner Satellaview, ou encore participer à des tournois et plein d'autres choses. C'était le menu de la Wii U 17 ans avant en mieux. Parmi les fonctionnalités, il y avait Soundlink, qui permettait d'accéder en direct à datés heures fixes, à des jeux doublés ou commentés par des comédiens et des animateurs radio. Les diffusions étaient découpées en épisodes et le système de sauvegarde de Satellaview permettait de conserver sa progression d'une semaine sur l'autre. Je trouve tout ça abusé. Le but de Time Athletic et de Camp Arnold, c'était de terminer un Stamp Rally, une sorte de course d'orientation typiquement japonaise dans laquelle faut remplir un carnet de petits tampons. Pour trouver les petits tampons, fallait écouter des indices qui étaient voicés et délivrés par Soundlink. À la fin de l'event, les tamponneurs ont pu comparer leurs scores et les meilleurs ont eu droit à des prix. Alors évidemment, comme c'était du direct, si en janvier 96, il n'y avait pas eu 3 pélos avec la présence d'esprit de brancher leur magnéto pour enregistrer la diffusion et la montrer à leurs potes qui avaient à ce moment-là un mi-temps à assurer au Family Mart, on aurait pu se brosser pour avoir les images. Ils ont branché le magnéto. Merci à eux. Satellaview, c'était vraiment dingo comme idée. Incomparable. Pourtant, ça a pas vraiment marché. Il y a eu un peu plus de 200 jeux, dispo en 5 ans, dont une bonne partie étaient des exclusivités, mais à cause des consoles concurrentes et de l'arrivée de la Nintendo 64, les gens s'en sont peu à peu détournés. Nintendo s'est retiré du projet et en 2000, Cento Giga a coupé la transmission. C'est un peu triste.
On en était où? Marvelous. À la sortie de Marvelous, il se passe quelque chose. Peut-être que Miyamoto aime bien Aonuma parce qu'ils ont un goût en commun pour l'artisanat. L'un a appris à faire des marionnettes, l'autre des automates. Un goût en commun pour des objets articulés, avec des mécanismes précis, qui ont une valeur technique et une valeur esthétique, comme un jeu vidéo avec des puzzles à l'intérieur par exemple. Sans doute qu'ils se retrouvaient là-dessus et que Miyamoto a apprécié son travail, en partie, pour cette raison. En tout cas, Miyamoto va voir Aonuma, et au lieu de lui dire qu'il est un faux gamer, il lui demande « Oui, c'était super ton jeu, tu veux pas venir bosser sur mon prochain truc? Il me manque quelqu'un pour les donjons là. » Et le prochain truc, c'est Ocarina of Time. Faites des fangames, croyez en vos rêves. Quoi qu'il en soit, là, c'est finito. Aonuma a mis le doigt dans l'engrenage, et aujourd'hui encore, il est toujours coincé. Depuis 15 ans, Aonuma dit qu'il aimerait bien faire autre chose, mais que dès qu'il trouve de nouvelles idées, au lieu de finir dans d'autres jeux, elles finissent dans un Zelda. Par exemple, un portage de BS Marvelous Time Athletic avait été envisagé, mais ça s'est pas fait. À la place, l'équipe en charge du projet a gardé une partie du code et l'idée de la course au tampon, et les a intégrés dans Tetras Trackers, un standalone à son tour annulé pour devenir Navi Trackers, un mini-jeu pour la version japonaise de Force Wars Adventure. Comme Aonuma est passé de Marvelous à Zelda, et de la même façon qu'il y a eu tout un tas d'idées de Zelda infusées dans Marvelous, il y a tout un tas de motifs de Marvelous qu'on va retrouver dans des Zelda. Il y a des singes qui foutent la zone, on se balade d'île en île en bateau, on joue plusieurs gonzes à la fois, faut se taper contre des bestioles géantes. On est certainement loin d'avoir tout noté, mais on vous encourage à visiter à votre tour les petites îles de Marvelous, pour que votre croisière s'additionne à la nôtre, et qu'elle vous fasse profiter de tout un tas d'échos auxquels on n'aura pas pensé. Comme les petits scouts, et comme nous, chez Nintendo, les équipes s'éloignent, font leur truc, se rejoignent, et partagent ces expériences entre elles. Elles font circuler leurs intuitions, leurs mécaniques, leurs assets, leurs sound effects. Ce qu'on voit, c'est un réseau cohérent d'affects qui se répondent à travers les œuvres et à travers le temps. C'est ce qui nourrit cette sensation de familiarité dont on parlait. C'est agréable, et c'est beau. Vous trouvez pas? Ça, c'est moi. Là, à côté, c'est Zeph. Il est pote avec une princesse de 4 cm de haut. Quant au grand échalas, c'est Rameau. Il possède un enregistreur avec des bruits de singes dessus. Et ça, c'est notre chaîne YouTube, Twinpix. Twinpix, elle s'appelle Twinpix, parce qu'on est 3 dessus. Twin comme 3. Twinpix. Allez, bisous.